Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre web réunion de présentation des résultats de deux enquêtes que nous avons conduites ce printemps et cet été sur les évolutions des systèmes fourragers dans les exploitations laitières françaises et sur les évolutions des modes de récolte de ces fourrages verts. Je me présente, je m'appelle Pascal Rousseau, je dirige l'Institut d'études à Agrinova. Notre métier, c'est d'étudier les pratiques d'élevage, les conduites d'élevage et les comportements d'achat des éleveurs laitiers. En juin 2020, vous avez, en tant que TA, répondu à notre enquête téléphonique qui portait d'une part sur votre perception des évolutions des surfaces d'herbes récoltées dans votre clientèle d'éleveurs laitiers, et d'autre part sur les évolutions des méthodes de récolte de ces fourrages verts que vous proposez à vos clients. Cette étude a été réalisée auprès de 200 entreprises de travaux agricoles françaises pour le compte de la société Pottinger. Au printemps, nous avons recueilli également les opinions des éleveurs laitiers sur ces deux mêmes sujets. Et comme vous nous avez indiqué à l'issue de l'enquête que nous avons faite auprès de vous, vous avez indiqué que vous étiez intéressé par avoir une restitution des résultats de l'enquête. C'est pourquoi nous vous avons convié ce soir. Alors ici, nous sommes en direct de l'ETA d'Armor, situé donc dans le centre Bretagne, à Kergrist-Moellou. Voilà, si je ne déforme pas, où nous accueille l'un des deux associés, Grégory Philippe. L'un des clients éleveurs de l'ETA, Thomas Coetmelec du GAEC Élevage de Kerblouz, est également présent, puisque nous avons souhaité poursuivre la présentation des résultats des deux enquêtes par leur témoignage. En effet, ils nous expliqueront comment ils parviennent à enfiler de grandes surfaces d'herbe, des surfaces de plus importantes, en profitant de fenêtres météo courtes et tout en récoltant une herbe de qualité nutritionnelle qui permet, dans l'élevage de Kerblouz, d'alimenter 180 vaches laitières à 39 kg de lait en moyenne par jour. Voilà. Donc je vais commencer par présenter les résultats de l'enquête. Donc cette enquête, au total, nous avons interrogé 400 participants, 200 éleveurs laitiers et 200 ETA. Les 200 éleveurs laitiers, leur répartition géographique était représentative des éleveurs laitiers français. Ils avaient plus de 70 vaches laitières, avec 104 vaches laitières en moyenne, 23% une ration des vaches à dominante herbe. En ce qui concerne les 200 entreprises de travaux agricoles, leur répartition géographique était liée à la place de l'herbe dans les régions, aux surfaces d'herbe dans les régions. Ces 200 ETA avaient en moyenne un peu plus de 5 salariés et 70% d'entre elles avaient moins de 5 salariés. Elles récoltaient 842 hectares d'herbe en plus de l'herbe récoltée donc en foin pressé. Donc ces 842 hectares d'herbe étaient récoltés 45% à l'ensileuse, 37% à l'enrubaneuse, 18% à l'autochargeuse, sachant que 41% des ETA interrogés possédaient au moins une autochargeuse. Alors, la première conclusion qu'on peut tirer de cette enquête, c'est que ce soit les ETA ou les élevages laitiers, les deux catégories de personnes interrogées nous ont dit que pour eux, les surfaces d'herbe allaient augmenter dans les exploitations laitières. Donc en surface cumulée, les 200 éleveurs laitiers, 73% de la surface fourragère des éleveurs laitiers sont des fourrages verts, dont 21% de l'herbe cultivée de moyenne et de longue durée.
Ces hectares d'herbe de moyenne et de longue durée sont intéressantes puisque ce sont celles qui doivent être récoltées plusieurs fois dans l'année. Pour un quart des éleveurs, la part de l'herbe va augmenter dans les 3 prochaines années. D'abord, ce qu'ils nous ont dit, c'est que ce qui allait le plus augmenter, ce sont les légumineuses pures, ensuite les dérobés, et en troisième point, les prairies temporaires. Ces augmentations sont surtout dues au changement climatique qui incite en fait les éleveurs à pouvoir faire plus de stock au printemps et à l'automne. Les 200 ETA interrogés avaient la même vision de l'évolution de la place de l'herbe, puisque la moitié des ETA nous prévoyait une augmentation des surfaces d'herbe à récolter dans les 3 prochaines années, quelle que soit la région, sauf en zone de montagne où il n'y avait qu'un tiers des ETA qui partageaient cette perspective. Et pour les ETA, ces augmentations concernent aussi bien les récoltes de prairies de courte durée, tout ce qui est dérobé. Pour 47% d'entre elles, il va y avoir une augmentation des récoltes des dérobés dans leur clientèle. Et pour 43% d'entre elles, l'augmentation va concerner les prairies de moyenne et de longue durée, celles qui sont récoltées plusieurs fois par an. Donc, première conclusion, c'était une augmentation de la place de l'herbe dans les systèmes fourragers. La deuxième conclusion ou constatation ou enseignement que l'on peut tirer de cette enquête, c'est que pour les éleveurs et pour les ETA, ce qui allait augmenter, c'est l'ensilage. C'est-à-dire le mode de récolte qui allait en augmenter, c'était l'ensilage. Aujourd'hui, chez les 200 éleveurs laitiers, 43% de la surface d'herbe est ensilée. C'est ce qui est dominant comme mode de récolte de l'herbe. 52% des ensileurs d'herbe récoltent surtout des prairies de moyenne et de longue durée, 39% des dérobés, du RJI, et 9% des métailles. Et 10% des éleveurs laitiers interrogés nous disent qu'ils vont augmenter les surfaces d'herbe ensilées dans les prochaines années. Et pour une grande part d'entre eux, puisque la moitié de ces 10% veulent augmenter l'ensilage des prairies de moyenne et de longue durée. Alors, chez ces éleveurs laitiers, comment s'organise le chantier d'ensilage? En moyenne, ils récoltent 31 hectares par jour. Le quart ensile moins de 20 hectares, la moitié ensile moins de 27 hectares et le quart ensile plus de 40 hectares par jour. La distance moyenne entre les silos et la parcelle la plus éloignée, les parcelles les plus éloignées, est de 6 km. Pour un quart des éleveurs, cette distance est de moins de 3 km. Pour la moitié des éleveurs, cette distance est de moins de 5 km. Et pour le quart des éleveurs, pour un quart des éleveurs, cette distance est de plus de 7 km. 10% donc des éleveurs laitiers interrogés souhaitent augmenter leur surface de fourrage vert ensilé, donc une augmentation des ensilages. 61% d'entre eux veulent augmenter les dérobés et 53% les prairies temporaires. En ce qui concerne les ETA, ils ont la même vision, je dirais, de l'augmentation de l'ensilage. Aujourd'hui, sur les 848 hectares d'herbe qui sont récoltés en moyenne, si je ne compte pas tout ce qui est récolté en foin pressé, il y en a 45% qui sont récoltés à l'ensileuse, 18% à l'autochargeuse et 37% à l'enrubaneuse. Et pour les ETA, en fait, tous les modes de récolte vont augmenter puisqu'il y a 30% des ETA qui veulent augmenter l'enrubanage, 24% l'autochargeuse et 31% les récoltes à l'ensileuse. Alors, les ETA nous ont dit que les attentes des clients éleveurs évoluaient également en ce qui concerne l'ensilage, puisqu'ils veulent
plus de disponibilité, plus de réactivité pour mieux exploiter les fenêtres météo favorables. Ils veulent de la rapidité, du débit de chantier. Ils sont très attentifs à la qualité de la coupe de l'herbe et de plus en plus souhaitent en même temps incorporer du conservateur lors des chantiers d'ensilage. Alors, les ensilages se font, comme on a vu, à l'ensileuse et à l'autochargeuse. Alors, chez les éleveurs laitiers, 81% des éleveurs qui ensilent n'ensilent qu'à l'ensileuse, 9% n'ensilent qu'à l'autochargeuse et 8% mixte ensileuse et autochargeuse. Alors, qui sont les éleveurs laitiers qui utilisent l'autochargeuse? Alors, ces éleveurs, en fait, contrairement à ce qu'on peut penser, ou contrairement, oui, à l'image qu'on peut s'en faire, c'est plutôt des éleveurs qui exploitent de grosses exploitations d'élevage. Puisque, en moyenne, dans notre enquête, ceux qui utilisaient des autochargeuses avaient 131 vaches en moyenne, contre 104 vaches en moyenne dans les ensembles de l'échantillon. Ce sont des éleveurs qui privilégient plus le coût de production du lait que la productivité des vaches. Donc ce sont des éleveurs qui sont très sensibles à l'économie, au coût de production. Comme on a vu, c'était des plus grosses exploitations qui disposent de plus de ressources humaines, puisque en moyenne, dans les exploitations qui utilisent une autochargeuse, il y a 3,8 UTH, et avec une part importante du salariat autour de 1,2 UTH. Et dans ces exploitations qui utilisent l'autochargeuse, les surfaces ensilées sont nettement plus importantes que dans la moyenne des élevages, puisqu'ils ensilent en moyenne 68 hectares contre 39 hectares dans une exploitation moyenne. Et les parcelles sont également assez éloignées, puisque les parcelles les plus éloignées du silo sont en moyenne distantes de 6,8 km des silos. Donc, à qui appartient en fait l'autochargeuse qu'utilisent les éleveurs? On peut dire que les éleveurs préfèrent payer un usage de l'autochargeuse qu'investir en propre ou en CUMA dans cet outil, puisque 65, donc 2 tiers, on va dire, des autochargeuses qui sont utilisées dans les exploitations laitières appartiennent à une ETA. 19% appartiennent à une CUMA et 16% des éleveurs possèdent leur propre autochargeuse en propre ou, je dirais, en copropriété. Quels sont, pour les éleveurs laitiers, les avantages et les inconvénients perçus des autochargeuses? Alors, quand je vais parler des éleveurs laitiers, je ne parle pas que de ceux qui utilisent une autochargeuse. Je parle également de l'image que peuvent avoir les éleveurs laitiers qui n'utilisent pas d'autochargeuse. Alors, l'avantage le plus partagé, c'est que avec une autochargeuse, on a moins besoin de main-d'œuvre pour organiser les chantiers, et donc ces chantiers sont plus faciles à organiser. On a donc aussi, les éleveurs disent que du coup, avec une autochargeuse, normalement, il y a moins de temps à rendre en entraide. On peut plus facilement récolter au bon stade, puisque comme les chantiers s'organisent plus facilement, il est plus facile de pouvoir récolter au bon stade de l'herbe, et donc du coup il est plus facile d'obtenir une meilleure qualité nutritionnelle des fourrages. L'autre avantage perçu par les éleveurs, c'est que le coût de la tonne de fourrage rendu silo est plus faible qu'avec une ensileuse si on compte la main-d'œuvre. Et l'autre avantage perçu également, c'est que du coup, les éleveurs n'ont plus à s'occuper de la récolte et que ce moyen permet une délégation intégrale de la récolte à l'ETA. Les inconvénients que nous ont fait remonter les éleveurs, comme je disais tout à l'heure, c'est pas uniquement les éleveurs qui utilisent les autochargeuses, c'est aussi l'image qu'ont les éleveurs des autochargeuses, y compris les éleveurs qui n'utilisent pas d'autochargeuses. Donc le premier inconvénient qui est ressorti, c'est que pour eux, le débit de chantier est trop faible. C'est comme ça qu'ils perçoivent en fait un chantier avec des autochargeuses, c'est que ça va pas vite.
Le deuxième inconvénient cité, c'est le fait que la coupe de l'herbe est trop longue, trop irrégulière. Qu'au silo, c'est difficile à tasser, puisqu'il arrive des grandes quantités de fourrage qui sont pressées dans l'autochargeuse. L'autochargeuse est aussi l'image d'être un outil qui est inadapté aux parcelles éloignées et aux terrains en pente, et qui est plutôt adapté aux petits chantiers, aux chantiers de proximité. L'autre inconvénient cité par les éleveurs, c'est qu'il n'y a pas de détecteur de corps étrangers. Et pour certains d'entre eux, finalement, ils trouvent que justement c'est un outil de solitaire, puisque finalement il n'y a pas d'entraide entre voisins et du coup la convivialité avec cet outil disparaît. Donc, voilà. On a posé la même question aux 200 ETA pour savoir quels étaient leurs avantages perçus et les inconvénients perçus de l'autochargeuse. De la même façon, le tableau que je vais vous présenter tient compte à la fois des utilisateurs d'autochargeuses et des non-utilisateurs d'autochargeuses. Donc, on a en fait une certaine symétrie des avantages et inconvénients avec ce que nous ont dit les éleveurs. En termes d'avantages, les ETA disent que pour eux aussi c'est plus facile d'organiser des chantiers de récolte, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure avec Grégory Philippe, l'un des associés de l'ETA où nous sommes aujourd'hui. Cela permet de proposer des prestations complètes rendues silo. Ils disent aussi, de leur point de vue aussi, que c'est un outil qui favorise la qualité des fourrages, puisqu'on peut récolter plus facilement au bon stade. Et de la même façon, ils sont d'accord avec les éleveurs pour dire que finalement, c'est un outil très compétitif en termes de coût de récolte. Les inconvénients sont globalement les mêmes que ceux cités par les éleveurs, c'est-à-dire, on a déjà cité la coupe trop longue et irrégulière, on a cité la perception de débit chantier trop faible, le fait que pour des parcelles éloignées et pour des gros chantiers, il faille utiliser deux autochargeuses, qu'il n'y ait pas de détecteur de corps étrangers. Et pour certaines des ETA interrogées, la conclusion de tout ça, c'est de percevoir que ça peut être un outil qui a une rentabilité qui peut être insuffisante par rapport aux autres outils utilisés dans leurs ETA. Alors, comment vont évoluer l'usage des autochargeuses dans les 3 années à venir selon les éleveurs laitiers et selon les ETA? Tout en ayant cité pas mal le bilan entre les avantages et les inconvénients font que quand même dans les 200 élevages interrogés, 54% des éleveurs qui aujourd'hui n'utilisent pas d'autochargeuse se disent quand même ouverts à en utiliser une dans les 3 prochaines années. Sur ces 54%, en fait, 41% des éleveurs qui n'utilisent pas d'autochargeuse disent que s'ils utilisent une autochargeuse, de toute façon, ça se ferait en recourant au service d'une UTA qui est déjà équipée. Au niveau des ETA, alors 55% des ETA qui possèdent et qui utilisent aujourd'hui une autochargeuse souhaitent développer cette activité. Alors pour 26% des ETA, c'est parce que la demande est là, que la clientèle pousse et que la clientèle d'éleveurs favorables à l'autochargeuse augmente. Et pour 29% des éleveurs, c'est quand même développer l'usage de l'autochargeuse suppose quand même de dépenser un peu d'énergie pour convaincre les éleveurs de l'utiliser au vu des différents inconvénients qu'on a vus tout à l'heure. Et dernier point sur l'évolution de l'usage des autochargeuses, c'est que 10% des ETA qui ne possèdent pas aujourd'hui d'autochargeuse envisagent d'investir dans une autochargeuse dans les 3 prochaines années. Voilà, donc pour la restitution des résultats de nos 2 enquêtes. Alors si vous avez des questions, et tout à l'heure Anthony Lepelletier de Pottinger vous
parlera en fait de la suite à donner à qu'il souhaite donner à cette web réunion. Mais si vous avez des questions à nous poser sur les résultats de cette enquête, vous serez ultérieurement contacté et vous pourrez poser les questions et il reviendra vers vous avec les éléments de réponse. Nous allons donc maintenant poursuivre la restitution de ces données en parlant de cas concrets, puisque nous sommes ici avec un entrepreneur, Grégory Philippe, et l'un de ses clients éleveurs, Thomas Kouetmelek, qui vont nous expliquer comment ils parviennent à ensiler des surfaces importantes d'herbe, des surfaces de plus en plus importantes d'herbe, avec une fenêtre météo favorable qui est souvent assez courte, parce qu'on parle ici de 2 jours et demi. Quand on a 2 jours et demi, c'est très bien. Et tout en ayant une qualité nutritionnelle de l'herbe qui permet de nourrir des vaches hautes productrices. Alors tout d'abord, je vais me tourner vers Thomas, qui est l'un des 3 associés du GAEC élevage de Kerblouz, donc à proximité d'ici, donc centre Bretagne. Il va nous expliquer pourquoi la part de l'herbe est si importante dans son exploitation. On verra que il y a à peu près 50-55 hectares d'herbe cultivée. Je ne parle pas des prairies permanentes, mais de l'herbe cultivée qui est récoltée tous les 30 jours. Et comment en fait vous organisez pour pouvoir récolter tous les 30 jours ces 40 à 45 hectares d'ensilage en 2 jours et demi, quoi, la fauche jusqu'à la récolte et le tassement en silo. Voilà. Donc, dans un premier temps, Thomas, je vais te demander de nous présenter en fait ton exploitation laitière, ton système de production, déjà en commençant par le nerf de la guerre, c'est-à-dire ton troupeau laitier. D'accord. Donc bonjour à toutes et à tous, donc Thomas Kouetmelek, exploitant au GAEC élevage de Kerblouz. Donc 3 associés aujourd'hui, on produit environ 1 900 000 litres de lait, 1,8 million vendus, plus les veaux, donc ça fait quasiment 1,9 million. Sur des taux, on va dire en ce moment 38-32, ça arrive à bouger un peu, mais du fait d'une grande production, on fait assez peu de taux. Aujourd'hui, on traite environ, en moyenne sur l'année, entre 135 et 145 vaches laitières. Donc à environ 38-39 kg de lait par vache. D'accord. Par jour. Donc voilà un peu pour situer le troupeau laitier. La ration qu'on donne, donc on est sur un système assez intensif, donc 0 pâturage nous, donc 0 pâturage pour les vaches et pour les genisses, donc aucun animal de sorte, ce qui est assez rare dans notre région en fait. Oui, en Bretagne, c'est quand même relativement rare. Ouais, ça pâture beaucoup, ouais. Je voulais quand même aussi t'interpeller en fait, sur un des résultats marquants quand même des résultats de ton élevage, sur lequel tu es passé un peu vite, mais qui est quand même une des forces de tes résultats techniques, c'est l'intervalle vélage-vélage, puisque en fait, tu as un intervalle vélage-vélage de 1 an, enfin 366 jours en ce moment, enfin, ça bouge un peu, mais très court, ouais. Donc tu réponds à 1 veau par vache et par an, en fait. Voilà. Non, mais c'est ça. C'est ce qui nous permet de maintenir une haute production laitière. Ça passe par là, surtout qu'on est en système salle de traite, nous, et comment dire, ration complète, donc on n'a pas de complémentation. Donc on mise sur une ration très riche à l'auge, et donc du fait de réduire l'intervalle vélage-vélage, ça nous permet de maintenir un haut niveau de production, sinon ce serait assez compliqué. Et donc pour en venir à la ration des vaches laitières, aujourd'hui on parlait de l'herbe, donc 2,5 kg de matière sèche herbe, 2,5 kg de matière sèche de luzerne enrubanée, donc l'herbe autochargeuse. Après ça, on a 9 kg de matière sèche maïs, entre 8,5 et 9 kg de matière sèche maïs, 3,5 kg de maïs grain sec, 2,5 kg de soja, 1 kg de soja tanné, et puis après le minéral, enfin le complet, minéral, matière grasse, etc.
qu'on utilise en complément pour environ 23 kg et demi de matière sèche ingérée, quoi. Oui, donc en fait, dans ta ration, il y a 9 kg de maïs, il y a 2,5 kg d'ensilage d'herbe entièrement récolté à l'autochargeuse. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc l'un des points remarquables quand même de cette ration, je ne sais pas si nos interlocuteurs, les participants à cette réunion connaissent un petit peu le rationnement des vaches, mais tu dois être autour de 1,70 kg de lait produit par kilo entre 1,6 et 1,7. Ouais. En ce moment, on est à 1,66 exactement. Ouais. D'indice de transformation, donc une ration, on va dire, très performante. Avec un coût alimentaire à... Bon, enfin, nous, c'est main d'œuvre compris, on le compte à 122 € les 1000 en ce moment, les 1000 litres, ouais. Mais tout compris, quoi. Surtout que, vu qu'on sous-traite énormément par ETA, c'est bien plus facile pour nous de savoir ce que ça nous coûte, puisque quasiment tout est fait, les travaux des champs par ETA, donc c'est plus facile d'affecter que de notre travail pur. Donc on est environ à ça, ouais. Ouais, donc dans le coût des fourrages est intégré le coût de la main-d'œuvre et le coût du matériel. En fait, c'est pas uniquement le coût des semences, c'est le coût des engrais, ce qui explique que ce niveau de coût qui a un coût plus élevé que ça, réel. Voilà. Exactement. Voilà. Donc, quelle est en fait ta surface fourragère? Peux-tu nous décrire ta surface fourragère? Aujourd'hui, on a 165 hectares nous sur la ferme. On divise ça en... Je mets de côté tout de suite, on a environ 25 hectares de prairies, prairies très humides dont on fait pas grand-chose finalement, où on fait une fauche par an pour faire du foin qui sert même que de litière pour les animaux. Donc sur lesquels on a d'ailleurs des aides pour zones humides en fin de compte. Après ça, en ce moment, on compte 35 hectares de céréales, orge et blé. Donc l'orge est autoconsommée sur la ferme, donc ou bien vendu ou en échange avec du maïs grain sec par exemple. On fait de l'échange de céréales maïs grain sec. Sinon le blé qu'on a ensemencé cette année, avant on faisait pas de blé, aujourd'hui on en fait un peu. C'est pour vendre et puis racheter du maïs grain sec à la place. Sinon, c'est 35 hectares de maïs fourrage. Donc nous, on a la particularité de travailler en plasticulture. Donc, des régions comme chez nous, ça manque un peu de chaleur, donc on peut se permettre de semer beaucoup plus tôt en plasticulture et d'avoir des rendements meilleurs grâce à des indices un peu plus élevés. Donc sur 35 hectares, on met environ 30 hectares de maïs sous plastique, et 5 hectares de sol nu. Avec des gros rendements. On n'a pas pesé, mais je pense qu'on est aux alentours de 17 à 20 tonnes de matière sèche. Sous plastique. Et en sol nu, je pense qu'on serait à 12, 13, 14 tonnes suivant les années de rendement. Ouais. Je pense pas me tromper en disant ça. Après, on n'a pas pesé, donc c'est délicat. Et puis, on a en plus entre 13 et 15 hectares de luzerne qu'on fait en enrubanage, donc luzerne pure, qu'on a mis en place depuis 3 ou 4 ans, si je ne me trompe pas, ça va faire la 4e année. Et puis le reste, c'est à peu près 55 hectares d'herbe, donc on va faucher, on va dire, tout le temps 45 hectares d'herbe à peu près. Et puis certaines parcelles sont très très en pente, donc il y a vraiment des endroits où on laisse pour faire un tout petit peu de foin, etc. Mais c'est à peu près ça, 45-50 hectares d'herbe. Que vous allez faucher toutes les 30 jours à peu Tous près. les 30 jours, ouais, bon, tout dépend de la météo. Après, on va dire que suivant les années, on va faire entre 5 et 7 coupes, quoi. 5 et 7 coupes. Ça peut aller jusque 7, les très bonnes années où on peut démarrer très tôt et où on finit assez tard. Ouais. Et si on a de la pluviométrie, un temps clément toute l'année, les années les moins bonnes, on va dire qu'on est à 5, on est à 6 en moyenne à peu près. Ouais. On va démarrer début avril, mi-avril, des fois fin mars. On l'a vu une fois, je crois, mais c'était assez rare. Et sinon, après, on peut pousser jusque fin octobre. On était dans les 20 octobre, ouais, c'est ça, à peu près. Ici, on a la chance d'avoir beaucoup d'eau, donc ça nous permet de faire beaucoup de coupes. On n'a pas trop de chaleur, donc l'herbe continue de pousser. Je crois qu'on a fini au 31 décembre à 1400 mm l'année dernière d'eau, donc donc un climat très favorable à l'herbe, avec des récoltes qui vont, vous disiez, de début avril jusqu'à fin octobre. Début. On peut avoir un creux sur juillet-août où ça chauffe un peu plus.
on va dire on récolte à peu près toutes les 4 semaines, quoi. Ouais. Justement, c'est une bonne transition pour nous dire finalement pourquoi vous avez autant d'herbes dans votre système fourrager, puisque la région est aussi favorable, je dirais, au maïs. Donc, pourquoi avoir choisi de mettre en place autant d'herbes? Enfin, d'une part, je pense qu'il y a déjà un aspect historique un peu. Il y a toujours beaucoup d'herbes dans la région quand même. Deuxièmement, on n'a pas des sols qui sont très très riches par endroits, qui sont même, enfin, on n'a pas beaucoup de profondeur de terre. Donc le fait d'avoir de l'eau, ça nous aide beaucoup et ça va être très bien pour l'herbe. Et puis en fait, vu qu'on n'a pas des sols très riches, l'herbe nous permet de faire de bonnes rotations. On a beaucoup de matière organique qui vont se créer, qui va se créer par rapport à l'herbe, et puis on va avoir des rotations, on va dire, plus simplifiées. Je pense que sur certaines cultures, sur certaines parcelles, si on tournait blé, enfin céréales, maïs, ce serait plus compliqué. Donc déjà, je pense que c'est pour ça, enfin c'est même sûr que c'est pour ça qu'on le fait. Un climat qui est favorable, comme je disais. De toute façon, c'est plus facile enfin c'est assez facile, même très facile, de faire pousser de l'herbe chez nous. Il faut voir aussi que on arrive à avoir de l'herbe de qualité. Donc, quand on a une herbe de qualité, à choisir entre un maïs de mauvaise qualité et une herbe de qualité, il n'y a pas photo. Donc c'est ça, on a des très bons rendements. On peut monter, je pense, enfin, c'est pas pesé encore, mais de ce qu'on ressort pesé à la mélangeuse, on est entre 11 et 12 tonnes. Ouais, donc autant qu'un maïs sur sol nu chez vous, quoi. Ouais, quasiment. On arrive sur des rendements équivalents, équivalents, et puis ça s'étale sur la saison. Et on arrive quand même à sortir des très bons produits, même très tôt dans la saison et très tard dans la saison aussi, quoi. Donc on a des produits très riches, donc le climat s'y prête, etc. Et puis des terrains des fois pas si faciles que ça pour les céréales non plus, pour faire beaucoup de céréales par exemple, quoi. Donc oui, donc ce que vous dites, c'est un pédoclimat favorable à l'herbe, un climat favorable à l'herbe en temps de température douce, pluviométrie suffisante. C'est ça. Des sols qui ont besoin d'être enrichis en matière organique, ce qui a besoin de prolonger les rotations. Et le fait, ce que vous disiez aussi, c'est que l'avantage de vos sols, c'est quand même qu'ils sont portants pour pouvoir récolter sur une longue période. Très portant, et c'est ce qui va nous permettre aussi on peut faire des épandages de lisier. Nous, on fait des épandages de lisier régulièrement après la fauche. Donc on n'a pas de souci, ça porte, je veux dire, quelques jours de beau temps et on peut sortir des lisiers, on peut opérer à de la fauche, de la récolte sans problème, en fin de compte, sans abîmer les parcelles. Et donc ça aide beaucoup, et à ce niveau-là, c'est vraiment appréciable, quoi. Et donc vous parliez de 50 hectares d'herbe et vous disiez finalement nous on veut récolter de l'herbe de qualité pour nourrir notre troupeau laitier. Et justement, quelle est la qualité nutritionnelle de l'herbe que vous récoltez? Fait au bon stade, donc si la météo le permet, en général on trouve toujours des fenêtres. Là on fait des fourrages entre 0,90 une UF et puis 17-18 de protéines, quoi. On arrive à faire des choses comme ça assez régulièrement, même quasi tout le temps. Sur les coupes de l'an passé, on était à peu près à ça partout. Donc on a de l'herbe de vraiment très très bonne qualité, quoi. Pour ce faire, quand même, c'est que vous récoltez de l'herbe jeune. Ouais, sous condition, j'allais dire, de récolter jeune et de pas attendre de pas viser en fin de compte le gros rendement à chaque coupe, mais de viser la qualité, quoi. Donc c'est ça qu'il faut se dire. Et ça nous oblige des fois en période de grosse pousse au printemps. On s'est vu à 23, 22 jours entre deux coupes, parce que il y a un temps qui est très poussant avec beaucoup d'eau et un peu de chaleur, enfin suffisamment de chaleur pour que ça pousse bien, pas trop non plus, mais un temps de printemps qui est vraiment appréciable. Et puis là, il faut vraiment y aller, quoi. D'accord. Donc c'est ça qui nous permet de sortir des bons fourrages, en acceptant aussi de nourrir comme il faut la plante par ailleurs, quoi. Il faut amener ce qu'il faut à la plante pour qu'elle nous donne de la valeur. Si on n'apportait pas de lisier, etc., on ne serait pas à ces valeurs-là non plus, quoi. Ça c'est certain. Mais viser un fourrage très jeune, voire très très jeune. Ouais.
Ouais, des coupes très régulières et sans plutôt viser la qualité, le rendement se faisant sur la multiplication des, voilà, on va dire ça, des coupes. Et comme vous enfilez en fait tout à l'autochargeuse, on a vu tout à l'heure que l'un des inconvénients qui était souvent cité à la fois par les ETA et par les éleveurs, c'était la longueur de coupe de l'herbe à l'autochargeuse. Et donc, moi j'ai envie de vous poser la question, mais chez vous, comment vous regardez, on va dire, la longueur de coupe, hein, comment vous la qualifiez? Est-ce que pour vous satisfaisante ou pas satisfaisante? Et justement, qu'est-ce que vous faites pour réussir quand même d'avoir une coupe assez régulière et quand même assez courte? Nous, aujourd'hui, on est très satisfait de la coupe autochargeuse. On fait ça depuis très longtemps. On est très satisfait de ça. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que je pense, moi c'est un peu mon avis, si on va sur des fourrages très vieux, on va dire, enfin pas jeunes entre guillemets, qui sont assez vieux, donc qui ont tendance à monter à épier, on aura un peu plus de mal à couper. Et on a des fourrages déjà qui sont plus longs, et puis trop secs à mon goût. Après, il faut, sur des fourrages jeunes, c'est beaucoup plus simple. La matière sèche va jouer un peu aussi, je pense pas me tromper en disant ça. Si on est très très sec, c'est un petit peu plus compliqué. Nous, aujourd'hui, on récolte entre 26 et 40, 45, mais on a des fourrages à 47, 50 qui sont bien coupés quand même. Après, je pense que c'est de bien faucher, de bien endainer, avoir des choses très régulières. Vous insistiez sur la qualité de l'endainage, en fait. Ouais, si, c'est important d'avoir un endain assez régulier et puis de faire ça correctement. C'est sûr que si on a des vagues et des gros tas à des moments, c'est plus compliqué, je pense, pour les machines. Donc non, à ce niveau-là, on est content. Nous, on distribue derrière en mélangeuse en double vis. On a été en mélangeuse à pâle avant. Ça nous a jamais posé de problème. Ça fait longtemps qu'on utilise l'autochargeuse. Je crois, si je me trompe pas, Grégory. Ouais, depuis quasiment 20 ans en fait qu'on utilise ça. Donc non, ça nous convient bien. On est content, Et au niveau de vos constatations au silo, à l'auge, est-ce qu'il y a des problèmes de conservation? Est-ce que une fois la ration mélangée, vous observez des problèmes de tri des vaches, de refus? Non, pas du tout. Hein. Au contraire, au silo, ça se passe très bien. Nous, en faisant un gros chantier comme ça, on confie tout à l'ETA. Donc, en fin de compte, ils amènent 2 autochargeuses plus une agro-chargeuse pour tasser. Donc il y a du poids et de la puissance qui permet de réduire, je veux dire, c'est rapide pour eux d'étaler une remorque, contrairement à d'autres outils. Donc ils ont le temps de bien tasser, etc. Donc au silo, c'est vraiment très bien. Je pense pas constater de différence comparé à ce que j'ai pu voir avec des travaux faits en ensileuse. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Sur la ration mélangée, nous on est sur des rations très fines, parce que déjà on met beaucoup de fines dans les rations, de concentrés, etc. Et on conduit nous en auge vide, donc ça veut dire que sur un troupeau de 145 vaches laitières, on va ramasser 3-4 seaux par jour de refus, pas plus. Ouais, c'est notre volonté de conduire comme ça, que les vaches ne manquent pas, mais qu'on n'ait pas trop de refus non plus. Et c'est absolument pas de l'herbe que je retrouve en refus. C'est un mélange de tout, donc c'est que j'ai pas de tri particulier et non, on n'a pas de problème de tri, c'est pas du tout le cas. D'accord, ok. L'autre question que j'avais envie de vous poser également, c'est vous récoltez 40-45 hectares d'herbe par coupe, je vais dire, hein, donc avec des fenêtres météo assez courtes. Du coup, comment vous organisez pour justement avoir un tel débit de chantier, puisqu'on a vu tout à l'heure que justement ce qui était un petit peu reproché à l'autochargeuse, c'était de dire ça n'avance pas, les chantiers sont pas rapides, alors que vous êtes un peu à la preuve du contraire, puisque vous arrivez à rentrer 100 tonnes à peu près matière sèche par coupe, quoi. Hein. Ouais, c'est ça. Non, on ne le voit pas du tout comme une contrainte, nous. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait ce choix-là il y a longtemps et puis qu'on a toujours continué là-dedans. Nous, le chantier, c'est pas compliqué. On regarde beaucoup la météo. Je tiens à informer Grégory
en temps et en heure, bien évidemment. Je ne l'appelle pas une fois que tout est endainé. Donc ça, je pense que c'est important de comprendre. De toute façon, ça reste assez régulier, on va dire. Moi, je vois les choses comme ça. Quand on fauche, on va dire tous les mois, on va presque avec la lune et le temps. Tous les 15 jours, on change de lune et le temps change. Donc, on a toujours une belle période. Après, nous, ce qu'on fait, c'est que quand le temps s'annonce beau, on essaye d'y aller assez vite si la plante est arrivée à maturité. Et puis, on ne va pas chercher le rendement. Imaginons, ils annoncent 15 jours de beau temps. On ne va pas attendre la fin des 15 jours pour le faire. On va le faire assez rapidement puisqu'on sait que derrière, ça va tourner comme ça. On vise le bon stade de la plante. Donc, imaginons, si on démarre le lundi vers 10h30, 11h, on va démarrer à faucher, nous. On fauche en 6 mètres, on s'est équipé, donc c'est nous qui fauchons. On s'est équipé en 6 mètres, faucheuse avant, faucheuse arrière, 2 fois 3 mètres. Et donc on va faucher. Donc le premier jour, c'est la fauche. Voilà. S'il y a beaucoup de fourrage, ça peut arriver qu'on fane, qu'on pirouette tout de suite derrière la faucheuse. D'accord. Donc il y a un autre associé qui vient. Voilà. Parce qu'on a une faucheuse sans conditionneur en fin de compte. On fauche à plat, quoi. D'accord. Donc s'il y a beaucoup de fourrage et qu'on a un temps de séchage qui est vraiment réduit et qu'on veut avoir quelque chose quand même de relativement sec, on va dire en début de saison, on va démarrer plutôt sur on va faner parce qu'on a beaucoup de fourrage et on a un temps qui est pas non plus très chaud, un sol qui est très humide. Donc là, on va plutôt faner. Ouais. Et puis à d'autres moments, on va pas le faire. Donc le fanage, c'est en fonction des conditions séchantes ou pas, voilà, et puis du laps de temps disponible. Quand même, en fait, le but, c'est de récolter un fourrage qui soit à la bonne matière sèche en le moins de temps possible, quoi. Parce que moins c'est de temps sur le champ, plus la qualité est bonne. Donc on fait ça, donc imaginons le lundi, donc on va finir quand même assez tard le lundi parce qu'il faut passer quand même en fauche 45-50 hectares. Sachant qu'on a des parcelles, pour situer quand même, notre assez vallonnées, ouais. Ouais, et puis pas des grandes parcelles, quoi. Hein. C'est pas la moyenne, mais on va dire c'est peut-être 3 hectares, 3 hectares et demi la moyenne, ou 4 hectares, pas beaucoup plus. Et encore, nous, on a un parcellaire qui est quand même très bon de ce côté-là. Ouais. Donc on n'a pas des parcelles à plus de 8 hectares, hein, c'est très rare. Donc il faut quand même passer partout, quoi. Donc c'est ça qu'on va faire. Deuxième jour, on va endainer. Directement le deuxième jour, pareil, fin de matinée, début d'après-midi, on va démarrer à endainer, ça va un peu plus vite à endainer quand même. Vous utilisez quoi comme endaineur? Donc c'est un endaineur double toupie avec andin central. D'accord. Donc très simple, qui prend 8 mètres environ, je crois. Je crois que c'est ça. Donc on endaine avec ce type d'appareil-là. C'est un appareil que j'aime bien parce que ça permet de ramener le fourrage comme il faut au milieu, contrairement à d'autres endaineurs qui travaillent un peu différemment. D'accord. Qui reste simple avec un très bon début de chantier. Ça use pas trop, enfin, c'est des bons outils. Et donc troisième jour, moi on va dire c'est plutôt reposer. Non, entre guillemets, on va dire que c'est Grégory qui enfin avec ses gars qui viennent. 2 machines chez nous en général, quasi tout le temps, hein, même 100% du temps. Hein. Et donc une agro-chargeuse au tas, quoi. D'accord. Donc j'endaine, moi tout est prêt le soir, quoi. Tout est prêt le soir. Ouais. Après on verra avec Grégory tout à l'heure, mais ce que vous me disiez, c'est que finalement il arrivait tôt le matin, vers 8h, et que sur le coup de 13h, tout était tassé, ensilé. Ouais. Et le but, c'est que l'après-midi on puisse couvrir. Voilà, l'après-midi. Pour pas laisser le tas ouvert la nuit, etc. Parce que on met du conservateur nous dans les fourrages qu'on récolte aussi en herbe et bon, on sait très bien que ne pas bâcher directement, c'est un peu plus problématique. On a des échauffements et puis bon, mettre du conservateur, si on bâche pas directement, il y a assez peu d'intérêt ou moins d'intérêt, on va dire. Donc nous, ça nous convient bien de le faire comme ça. Ouais. D'accord. Ok. Donc en fait, je dirais, comme vous disiez tout à l'heure, c'est entre le premier jour où vous fauchez et le moment où vous s'ensilez, il s'est passé 2 jours et demi, 3 jours. Quoi. Ça peut même aller plus vite. Enfin, si on a des conditions très séchantes avec des fourrages qui sont secs sur pied, je pense un peu au mois de juillet-août. Nous, quand on a peu de profondeur de terre, on peut avoir des fourrages qui se sèchent très vite. On va même des fois aller presque un peu plus vite. Démarrer à récolter dès le lendemain, en fin de compte, endainer presque derrière les faucheuses, ça peut arriver. C'est assez rare, mais ça peut arriver. Et
En conclusion, quels sont pour vous les intérêts justement d'enfiler à l'autochargeuse, même si j'ai bien compris, vous n'avez aucune expérience de l'enfileuse en fait? Moi non, pas du tout. Mon père avec qui je suis associé en a, moi j'en ai pas du tout. Nous, les avantages qu'on a, c'est que, comme on l'a vu dans les diapos précédentes, enfin dans l'explication précédemment, c'est que on n'a pas besoin, enfin, on n'a pas besoin d'être en entraide. Je veux dire, c'est une simplicité pour nous parce qu'on se gère tout seul avec l'entrepreneur, mais c'est tout. Ça nous évite de monter les bennes, etc. Si il fallait aller chez les voisins ou chez nous faire l'ensilage à l'ensileuse. Nous, on a une rapidité de chantier qui est là, de toute manière. On n'a pas besoin d'y être pendant la récolte. Donc le matin, on peut être aux vaches à faire tout ce qu'on a à faire. On n'a pas besoin d'être là. Et puis, je trouve que ça mobilise quand même beaucoup moins de monde, quoi. Donc dans l'ensemble, ça mobilise moins de monde et par conséquent, je vois pas. Enfin, ça m'a toujours plu cette mode de récolte. Et je changerai pas, quoi. Enfin, non, c'est sûr qu'on restera là-dessus parce que pour nous, c'est une simplicité. Donc, simplicité d'organisation. Ce que vous expliquez aussi, c'est que finalement, chez vous, et on va le voir avec Grégory, comment il met en place ce qu'il faut pour qu'il y ait ce débit de chantier. Mais il y a un bon débit de chantier qui permet d'être. Et au niveau du coût le coût, je l'ai pas comparé exactement à l'ensileuse, mais quand je le compare, on fait de l'enrubanage autrement pour de la luzerne. C'est bien moins cher que l'enrubanage, par exemple. Après, tout dépend si on compte les silos, si on compte pas les silos, etc. Si les silos sont amortis et tout ça, mais on est bien moins cher, donc non, on est très satisfait du coût. Aujourd'hui. C'est un coût de récolte qui est très raisonnable. D'accord. Merci Thomas pour ces explications. Merci. Maintenant, je vais me retourner vers Grégory, qui est l'entrepreneur qui fait le travail chez Thomas. Et donc, du coup, Grégory, justement, tu vas nous expliquer du point de vue de l'entreprise, en fait, comment vous vous organisez pour obtenir un tel débit de chantier. Déjà, dans un premier temps, je vais te demander de me présenter finalement ton entreprise, enfin ton entreprise, votre entreprise, puisque tu es associé avec l'ETA d'Armor, donc en quelques mots. Bonjour à tous, Grégory Philippe, co-gérant de l'ETA d'Armor. On se situe dans le centre-Bretagne, on est 2 co-gérants et on a 10 salariés à plein temps. Donc nous, les prestations agricoles, on va du semis à la récolte, en passant par tout ce qui est broyage de céréales, autonomie alimentaire, tout ce qui est prestations agricoles. D'accord, donc vous faites le travail du sol, tous les types de récoltes, d'après ce que vous me dites, le tassage des silos, et le broyage des céréales pour l'alimentation animale. Voilà. Donc, quelle est en fait dans ta clientèle, déjà, combien d'hectares en moyenne tu récoltes chaque année et avec quel type d'outils? Donc nous, la part d'herbe, si on parle de surface d'herbe ramassée à l'année, on travaille entre 5 et 6 000 hectares de récolte. En cumulé. En cumulé sur l'année. Après, on se retrouve une grosse partie en ensilage. Et une autre partie en tout ce qui est en emballage. Bon, après, en matériel, on se retrouve avec... on a 3 autochargeuses, une ensileuse, 2 combi-presses et 4 presses vraiment à tourner quand on est vraiment sur les grosses périodes d'herbe. D'accord. Voilà. Et donc ça, c'est pour l'herbe. Et quand tu disais que finalement, le gros de la récolte se fait en ensilage, et ce que tu disais aussi, c'est que le gros des ensilages se font également avec tes 3 autochargeuses. Le gros, une grosse partie. Les ensilages d'herbe, sur notre clientèle, on se retrouve autour de 80% de la surface ensilée à l'autochargeuse. Mais l'historique aussi des machines, parce que nous, on est équipés en autochargeuse depuis 2002. D'accord. Donc ça fait déjà 19 campagnes d'ensilage d'herbe autochargeuse. On a réussi à mettre en place cet outil qui nous
Et à convaincre les éleveurs voilà, de pouvoir travailler avec ça. Ouais. D'accord. Bah, tu nous expliqueras tout à l'heure comment s'est mis en place le fait que tu es parti d'une autochargeuse pour arriver aujourd'hui à 3, les raisons. Mais déjà, l'autre question que je voulais te poser, c'est finalement comment toi tu perçois l'évolution des surfaces d'herbe dans ta clientèle d'éleveurs. Ici, on est essentiellement avec une clientèle d'éleveurs laitiers. Ouais. On est vraiment sur l'élevage laitier. Nous, sur les 10 dernières années, ce qu'on retrouve un peu sur notre secteur, c'est qu'on a eu une augmentation des cheptels bovins qui ont été assez importantes, voire multipliées par 2 chez beaucoup de nos clients. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la surface fourragère, les surfaces ensilées en maïs, on les a gardées. Ouais. Il n'y a pas eu de gros écarts en volume dans le séchage de maïs. Par contre, on s'est retrouvé avec des volumes de surface d'herbe en fauche qui ont multiplié x2, x3 sur les mêmes exploitations. Donc le troupeau a grandi, les surfaces de maïs sont pas trop grandies. Par contre, on s'est retrouvé sur des surfaces en herbe qui ont augmenté. Très augmenté. Ouais. Et sur une grosse partie de nos éleveurs laitiers. On peut dire entre 50 et 60% de nos éleveurs laitiers. Ouais. Qui en fait qui ont accompagné le développement de leur taille de troupeau, de cheptel, avec l'augmentation des surfaces d'herbe. Voilà. D'accord. Et tu disais que 80% de l'ensilage se fait à l'auto-chargeuse. J'ai envie de te poser la question, mais pourquoi? Parce que c'est un petit peu très particulier. Nous, le fait de faire une grosse partie à l'autochargeuse maintenant, je reviens un peu sur la même chose, c'est un peu notre historique. Nous, le Théâtre d'Armand, on a été un des premiers à acheter les autochargeuses dans le secteur. Ouais. On a poussé pour travailler avec ces machines-là aussi, que ce soit... on a eu l'aspect économique déjà, de la machine. On se retrouvait avec... un ensilage rendu, on essayait de trouver des façons de diminuer un peu tous ces coûts-là. Et en démarrant avec l'autochargeuse, on a essayé de pallier à tout ça. Et après, tout s'est relié avec un peu la gestion un peu du travail, avec gestion de la main-d'œuvre. On a trouvé la facilité avec ces machines-là aussi. Et le temps de travail, d'exécution qui était assez rapide sur certains chantiers. Donc nous, on a appris à évoluer avec ces machines-là de fil en aiguille. Et pour moi, comme on a réussi à travailler donnant avec nos éleveurs, on est parti, on avait l'aspect herbe de notre secteur, plus nous capables de pouvoir augmenter ces surfaces avec ces machines. D'accord. Ok, donc si je résume, ce que tu voulais dire, ce que tu nous as dit, c'est que en fait, l'autochargeuse répond bien aux attentes en fait de tes éleveurs qui étaient courant du silo compétitif, c'était une des attentes des C'était ça. Une augmentation de toutes ces surfaces-là qui étaient là. Et donc il fallait assurer un débit de chantier pour le faire. Et des problèmes de main-d'œuvre. Et tu dis en fait dans les exploitations des problèmes de main-d'œuvre. Donc exploitation, un problème de main-d'œuvre en exploitation et nous un problème de main-d'œuvre chez nous aussi. Il faut dire comme ça, parce que souvent on se retrouve sur des périodes d'ensilage d'herbe, on a besoin de main-d'œuvre. Il n'y a pas que l'herbe, donc on essaie de simplifier au maximum avec ces machines-là. Donc avec les autochargeuses, ça te permet en fait de travailler avec moins de main-d'œuvre. Moins de main-d'œuvre, D'accord. Et donc finalement, pourquoi utiliser 3 autochargeuses? Parce que tu partis d'une autochargeuse et les évolutions ont fait que tu es arrivé je reviens encore à la même chose, c'est par rapport à l'historique. On a démarré il y a 18-19 ans avec une machine. Ouais. On s'est retrouvé à démarrer sur l'activité. On a démarré avec on allait chez certains clients, c'était une moyenne entre 5 et 15 hectares à ensiler. C'était ça la moyenne qu'on avait à peu près il y a une bonne quinzaine d'années. On se retrouvait à ça à ramasser. Donc avec une machine, c'était gérable. On développait l'activité, on se lançait. Et par rapport à la clientèle qu'on avait, une machine, ça marchait. Et au bout de une petite dizaine d'années, même pas,
ouais, 6-7 ans. Ben, le fait d'avoir cette machine-là, les gens ont appris à travailler avec cette machine-là aussi. Et on s'est retrouvé avec une augmentation de surface. On est passé, mettons, de 10-15, on est passé à 20-25 hectares. Et là, on s'est retrouvé avec une machine, on revient sur le même problème. On se retrouvait avec le problème de temps. On passait un tout petit peu trop de temps. C'est vrai que si on se faisait un peu de parcelle éloignée, les coupes, on faisait pas les mêmes coupes non plus il y a 15 ans que maintenant. On travaillait différemment. Donc après, on s'est retrouvé à racheter une deuxième machine en complément. Et pour améliorer le début de chantier. Et puis de là, c'était toute une chaîne. Et puis de là, après, on est retrouvé, en 2014, on s'est retrouvé à racheter une troisième machine. Dû à ça, une augmentation aussi des surfaces qui avaient augmenté. On est plus passé sur des tailles de ferme où en fauche, on se retrouvait on se retrouve maintenant régulièrement entre 30 et 50 hectares à ramasser le même jour. Ok. Voilà. Donc pour assurer les débuts de chantier, tu dis dans un premier temps, on a été obligé d'avoir 2-3 autochargeuses pour faire face à l'augmentation croissante des surfaces d'herbe à ensiler. Oui. Ce que tu nous expliquais lorsqu'on a préparé cette réunion ensemble, c'est aussi, tu dis, finalement, il a fallu faire aussi des choix. Et le choix de spécialiser dans le ramassage de l'herbe et ne pas faire la fauche et l'endénage, tout ça. Pour quelle raison en fait? Nous, on s'est retrouvés, le problème qu'il y avait, toujours une histoire de main-d'œuvre. Ouais. Donc au bout d'un moment, on se retrouvait avec des grosses surfaces à ramasser, comme on disait, en 2 jours ou 3 jours. Mais comme je dis, j'ai pas qu'un éleveur. Donc je me retrouvais avec des grosses surfaces d'herbe à faucher. Donc je ne peux pas me retrouver entre 300 et 400 hectares à couper en 2 jours, c'est impossible. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai dit une grosse partie de ma clientèle, je leur ai dit, moi je gère la récolte. Si par contre vous vous équipez en fauche, fanage et en dénoche. D'accord. Moi j'ai la partie récolte, je suis capable de l'assurer. La récolte, le tassage, mais par contre en 2 jours et demi, je ne pourrais pas me retrouver à couper des surfaces et à ramasser de l'herbe. D'accord. Voilà, c'est pour ça que je me suis mis plus en lien avec la clientèle régulière. Et le fait de travailler comme ça, on se cale un planning presque à l'année, parce qu'on se retrouve avec, si on gère la première coupe, si j'arrive à étaler ma première coupe du mois de fin mars, début avril, je sais que toute l'année, je vais être calé tous les 4-5 semaines, ce sera toujours chez le même. Et souvent, je redémarre chez le même. Et ça se cale un roulement de fil en aiguille. Fait, quoi. Voilà, d'accord. Donc, ce que tu dis, c'est que pour pouvoir faire face à ces grandes surfaces d'herbe à récolter, il faut choisir, et toi tu as choisi la récolte, en disant aux éleveurs, faites la fauche, l'endénage, et moi je vais me concentrer sur la récolte. Dû à, on revient à la même chose, la problème de main d'œuvre, mais on a le problème de facteur climatique qui n'est pas là non plus. On se retrouve pas avec 10 jours de beau temps consécutifs. D'accord. Ok. Et quand tu dis la récolte, si j'ai bien compris, quand tu y vas avec les autochargeuses, tu te charges également du tassage. Ouais, on se charge du tassage en partie, je ne vais pas dire sur la totalité, mais sur une grosse partie, on gère parce que ce qui se passe, c'est que le fait d'avoir 3 machines, je me retrouve avec souvent 2 machines et la chargeuse à gérer des chantiers complets. Et ma 3e machine, je la gère à faire d'autres chantiers de 10-15 hectares. Je la laisse plus travailler un peu à l'extérieur avec un tassage fait par l'éleveur. Donc tu as un gros chantier, c'est 2 autochargeuses et le chargeur. Parce qu'on se retrouve déjà avec 2 autochargeuses quand on est vraiment sur des coupes comme chez Thomas. Quand on fait on se retrouve avec des 2 tonnes, 1,5 tonne, 2 tonnes de matière sèche à l'hectare à ramasser. Quand on ramasse sur 50 hectares ou 40 hectares, on ramasse entre 10 et 15 remorques, ça dépend des volumes. On ramasse ça à peu près dans la matinée, on se retrouve avec une masse d'herbe quand même qui rentre assez rapidement au silo. Difficilement gérable par un agriculteur avec son propre matériel. C'est ça, D'accord. En conclusion, quels sont pour toi les atouts de l'autochargeuse par rapport aux autres modes de récolte, puisque ce qui est intéressant, c'est que tu fais quand même de l'ensileuse et tu fais de la rébananeuse, quoi. Après, nous, je démarrais déjà par l'aspect humain, déjà. L'aspect humain, moi, je vois bien sur les périodes où souvent on a des gros coups de bourre.
Je préfère mettre 4 gars à partir avec les autochargeuses, avec les 3 machines plus la chargeuse, rendu dans ma journée, économiquement parlant, vu la surface ramassée, l'herbe ramassée et ce que j'ai mis en œuvre, pour moi c'est plus cohérent. Parce que je me retrouve, j'ai fait des comparatifs un peu avec l'ensileuse. Les autochargeuses ont du débit, on peut dire le contraire, sur des coupes comme on dit là, 1 tonne 5, 2 tonnes, on a vraiment beaucoup de débit. Après sur autre chose, sur des grosses coupes, on peut parler différemment, mais sur ces coupes-là, parce que vu avec l'ensileuse, rendu avec une ensileuse, transport, tout compris, rendu tassé, je me retrouve sur des coûts 30% moins chers. Si je mets tout mon transport à gérer derrière l'ensileuse. Ouais. D'accord. Là, je parle tout matériel partie de l'entreprise. Si tu avais à gérer la totalité d'un silo, rendu silo avec une ensileuse et le transport lié, tu serais 30% plus cher qu'avec une autochargeuse. D'accord. C'est les chiffres rendus que j'ai à peu près. Donc au niveau coût, au niveau organisation du travail, au niveau débit de chantier. Débit de chantier, puis une grosse partie au niveau de l'organisation du travail aussi, parce qu'on voit bien, comme je le fais avec Thomas, on est toujours calé, on a tous à peu près la même météo, et puis on se cale 2 ou 3 jours ou 3-4 jours en avance. Et tout est calé, tout est ficelé. Je sais que quand pas besoin d'appeler, que ces faucheuses sont déjà en route, et mes machines sont déjà plus ou moins calées. Quand je me retrouve sur des grosses journées pendant 2 jours ou 3 jours à ramasser de l'herbe, on se retrouve sur des grosses charges de travail et comme je dis, il n'y a pas que Thomas à ramasser, donc au bout d'un moment, il faut que ça avance. Et puis de là, après, moi je me suis, depuis le temps qu'on en fait, j'ai appris aux clients à comment travailler l'herbe un peu aussi. Faucher, c'était pas le problème, mais nous, c'était l'endénage. L'endénage, c'est pareil, c'est 50% de la qualité de récolte. Et depuis, tu connais Thomas comment qu'on était. On a toujours voulu faire des andins centrales, bien alignés, pas de tas. Et le fait d'avoir ça, nous, c'est pareil, on se retrouve à faire des vitesses de récolte. On est entre 10 et 15 km/h à ramasser, donc le débit de chantier, il est lourd. D'accord. Donc en fait, ce que tu dis, c'est que il y a une façon de travailler avec l'autochargeuse et en fait la qualité de l'endénage est super important et il faut. C'est un chantier global et puis en main d'œuvre on ramasse beaucoup de choses avec peu de monde, très rapidement. Moi c'est ce que je remarque chez nous et ça plaît. Nous au niveau clientèle ça plaît aussi. Donc vous y trouvez un avantage et l'éleveur il trouve un avantage au niveau débit de chantier quoi. Merci Grégory pour toutes ces explications. Pour terminer cette réunion, je vais donner la parole à Anthony Lepelletier qui s'occupe des autochargeuses chez Pottinger et qui est chargé de conclure cette soirée. Merci Pascal. À toi, Anthony. Donc bonsoir, donc Anthony Lepelletier, je suis en charge du développement de la remorque autochargeuse pour Pottinger France. Nous mesurons depuis quelques années l'accroissement de la part d'herbe dans les rations hivernales. Et c'est pourquoi nous avons demandé à Pascal Rousseau de la société Agrinova d'établir une première enquête pour bien comprendre la demande et les attentes des éleveurs. Vous avez pu remarquer, il y a un fort potentiel d'éleveurs prêts à essayer la pratique de l'autochargeuse, et ceci par le biais principalement d'une prestation de l'ETA. Bien entendu, l'autochargeuse ne va pas remplacer l'ensileuse automotrice, ni même l'enrubanage, mais elle devrait rapidement devenir un produit, un outil indispensable dans vos prestations de service. On est conscient qu'il y a encore beaucoup de questionnements, de méconnaissance de cette pratique. C'est pourquoi, lors de la création d'une nouvelle activité chez un ETA, on se propose, si l'ETA le désire, d'organiser, de les accompagner dans le développement de cette nouvelle activité. Et on peut organiser, par exemple, une journée de présentation de la récolte à l'autochargeuse à leurs clients. Outre l'intérêt pratique et économique, il est important aussi de montrer la coupe progressive de nos remorques, cet aspect, cet effet ciseau qui permet d'obtenir un fourrage
on va dire, de qualité optimale, d'une structure optimale pour la panse des ruminants. Vous êtes tous conscients de l'importance du hachage du maïs en silage. Ben pour moi, c'est exactement la même chose pour tous les fourrages. Des vaches performantes demandent des fourrages riches, jeunes en général forcément, et d'une structure optimale. Nous sommes donc avec mes collègues à votre disposition pour vous partager notre expérience. Nous sommes bien entendu prêts à vous conseiller sur le meilleur modèle de remorque en fonction de vos besoins. Donc n'hésitez pas à nous contacter en cas de questions. Comme disait Pascal tout à l'heure, si vous avez aussi des questions suite au live, vous serez recontacté, on vous recontactera, donc il ne faudra pas hésiter justement à nous faire transmettre vos questions. Donc pour finir, je voudrais remercier Pascal Rousseau, donc de la société Agrinova, pour avoir réalisé l'enquête et la restitution. Donc merci Pascal. Je voudrais aussi remercier le Théâtre d'Armor, donc avec la présence de Grégory Philippe et puis caché derrière Dominique Le Bihan. Donc merci pour votre accueil dans vos locaux et puis merci aussi pour le partage de votre longue expérience de la remorque autochargeuse. Je voudrais aussi faire un grand merci à monsieur Thomas Coatmelec de l'élevage ferme de Kerbouze. C'est vrai que voilà, vous nous faites partager votre expertise et je pense votre passion aussi, donc merci bien. Je ne voudrais pas oublier aussi Simon Legendre de la société Simon Photographie. Voilà, c'est lui qui nous a permis cette vidéo-là et de la mettre en direct, donc pour le live. Un grand merci aussi également donc, aux 200 éleveurs et entrepreneurs de travaux agricoles qui ont passé un petit peu de leur temps pour répondre à cette enquête. Et donc merci à tous de nous avoir suivis ce soir. Donc voilà, la soirée se termine ainsi. Bonsoir. Bonsoir et merci de votre participation.